Do you want to be a fighter? RMC. Here comes Inoue. That destructive power does it again. Fighters Club. I'm the baddest motherfucker on the planet. Hey, je vous avais dit quoi? Charles Chevalier. I am the greatest. Salut à toutes, salut à tous, soyez les bienvenus, c'est le RMC Fighter Club numéro 348. Aujourd'hui on monte sur le ring et on enfile les gants pour parler de boxe anglaise. Le 19 juillet dernier, Alexander Usyk a confirmé qu'il était le poids lourd numéro 1 de sa génération en battant Daniel Dubois pour la deuxième fois. L'occasion pour nous de parler de son impact dans la catégorie reine grâce à ses 7 victoires depuis 2020 et de son statut de champion du monde unifié. Un sujet épineux à propos duquel Baba a forcément un avis tranché. Salut Baba. Salut Charles, salut Anto. Bah écoute, ouais, forcément, on va devoir trancher. C'est fini les petites discussions, on sait pas trop. On met les pieds dans le plat aujourd'hui. Allez, on va dire beaucoup de choses à propos d'Alexander Usyk et de ses potentiels concurrents dans l'histoire de la boxe. Content de te retrouver. En tout cas, Baba, les vacances, ça a été ? Super, merci beaucoup. Et un grand bonjour au Sénégal à tous ceux qui nous écoutent là-bas. Allez, un grand bonjour au Sénégal pour évidemment, j'espère qu'ils sont nombreux à écouter le Fighter Club. Ils sont nombreux, c'est vrai. Ouais, bon, si t'as pu le constater, c'est cool. Et Anto, qui prend pas encore de vacances ? Non, toujours pas. Non, ça sera en décembre. Ça sera après le MMA. Un week-end chargé quand même. Je crois que t'as bien fait la fête. Ouais, j'ai bien fait la fête. C'était le mariage d'un de mes meilleurs potes. C'était bien. Je rentre frais, comme Baba. Et un bonjour à Angers. Voilà, un bonjour à Angers. C'est vrai qu'on le dit pas assez souvent. Le bonjour à Angers dans le Fighter Club. On embrasse le Sénégal. On embrasse Angers évidemment. On embrasse tous ceux qui nous écoutent. En tout cas, Usyk entre-t-il dans le top 10 all-time des meilleurs poids lourds de l'histoire ? C'est parti pour le RMC Fighter Club. Les amis, aujourd'hui on va fonctionner en tier list ou en chapeau, ouais. Si vous préférez. Vous êtes accordés, Anto Baba, sur les 10 heavyweights les plus marquants de l'histoire. On va voir s'il en fait partie ou s'il est carrément en dehors de ce classement. Alexander Usyk, un peu de suspense, on va le découvrir tout au long de l'émission. D'abord, un mot rapide sur son dernier combat contre Daniel Dubois. 2 ans après leur premier affrontement, Usyk s'est économisé 4 rounds, vainqueur au 9e en 2023. Cette fois-ci, il a terminé l'anglais au R5. Ça se passait à Wembley, chez Dubois, mais Baba, à aucun moment Dubois il a réussi à inquiéter le patron. Non, Usyk en plus il est arrivé avec un élément d'agressivité un peu supplémentaire et ça renvoie clairement à ce qui s'est passé avant le combat. Combat d'avant avec ce fameux coup dans les party gates et l'attitude aussi de l'entourage de Daniel Dubois, notamment son coach Don Charles qui avait été très irrespectueux en remettant en question les croyances personnelles de Usyk. Donc on sentait Alexander remonter. Après un premier round où il a senti la puissance de Dubois, il a mis la marche avant, il lui a marché dessus, il l'a tapé et il a tapé jusqu'à le soumettre en fait. Et voilà ce qu'on fait quand on a un grand champion comme lui. C'est déconcertant, moi je trouve, d'avoir un Usyk face à soi, parce qu'avant le combat, après le combat, même s'il y a beaucoup d'émotions au moment où il arrive à obtenir cette victoire avant la limite, mais il est d'une décontraction qui est assez folle. Là, juste avant de prendre l'émission, j'ai regardé des vidéos de son camp d'entraînement, etc. Mais il y a une décontraction qui est folle. Ça doit être déconcertant d'avoir un boxeur comme ça face à soi. En tout cas, ça fait peur. Et même dans tout ce qui est conférence de presse ou face à face ou même média day, c'est que Alexander Usyk ne montre rien. Que ce soit de la peur, du stress. En fait, on a l'impression qu'il transpire juste rien du tout, à part la confiance en soi. Et ça remonte quand même à partir du moment de Tyson Fury, je dirais. C'est qu'à ce moment-là, il a pris tellement d'ampleur, il s'est dit « mais j'ai battu Tyson Fury ». Mais qui peut me battre aujourd'hui à part juste personne. Ouais, et là, il montre aussi que dans n'importe quelle situation, d'ailleurs, quand il met le premier down dans ce R5, il est dans les cordes, en fait, Alexander Usyk. Mais dans n'importe quelle situation, sur le ring, il arrive à s'en sortir. Et il paraît vraiment imprenable. Ouais, cette séquence particulière, elle résume bien un aspect de Usyk qu'on voit comme un boxeur technique, évidemment, comme un boxeur très beau à regarder, mais c'est un chien, en fait. C'est un chien et il prend un coup de Dubois. Il prend un coup, il va dans les cordes et sa réaction, c'est de dire « Attends, je vais t'en rendre 2 plus fortes » et il l'envoie au tapis. Et tu peux même te dire qu'après ce premier down, c'est déjà très dur pour Dubois. Donc... c'est juste un combattant exceptionnel. Ouais, et derrière, il y a le crochet du gauche qui est juste phénoménal. Encore une fois, quand tu vois techniquement ce qu'il fait sur ce crochet du gauche, il a la tête qui se décroche, carrément. Ça vient en plein menton, mais le crochet, techniquement, il est assez faux aussi. Mais on suppose pas que Usyk a une telle force, parce qu'au début, quand tu regardes le crochet, tu dis « Ok, il est magnifique, techniquement, il l'a touché ». Il y a une vidéo qui est sortie ils ont essayé de minimiser l'ambiance, le bruit du coup, donc la mâchoire, tu dis ok, ouais, en fait, c'est pas un poids lourd, la mâchoire elle est juste plus là quand il tombe et puis Dubois ne répond même plus. Donc non seulement il a la technique pour toucher là où il faut, mais non seulement il a eu la puissance et puis le transfert de poids parfait pour mettre KO Dubois qui, dès le départ, quand tu vois qu'il tombe,
il remontera jamais. Ouais, il perd sous protège-dents en plus. Mais il explique, hein, il a même donné un nom à ce coup, il l'appelle le Ivan, apparemment. Ouais, ça c'est dingue ça. Et c'est un coup assez hybride en fait, comme on peut avoir pour ce qu'on appelle le corkscrew uppercut qui va remonter mais de façon assez directe. Ouais. Là, c'est un crochet qui démarre presque comme un overhand, tu vois. Donc c'est assez particulier la manière dont il a de le donner. Et donc tu sens forcément que quand ça touche à pleine puissance, ça fait trop mal. Ouais, et cette puissance à la fois dans ce qu'il envoie et dans ce qu'il réceptionne, pour un mec qui vient de la catégorie d'en dessous, faut toujours rappeler que ce qu'il est en train de faire chez les poids lourds, c'est assez dingue. Donc victoire donc de Alexander Usyk. Il repart donc avec les ceintures IBF, IBO, WBC, WBO de champion du monde poids lourd. Avant ce fight, il avait dit qu'il combattrait encore 2 fois. En théorie, donc il lui reste plus qu'un seul combat avant la fin de sa carrière. Son souhait, ça va être de faire le plus gros combat possible maintenant, je pense, pour aller chercher le plus gros chèque possible. Ouais, ça la suite. Il reste que ça. Moi, si tu me demandais à moi, il a tout fait. Il a tout fait dans ce sport. Il peut se retirer tranquillement et avec le devoir accompli que dans sa génération. Et on y revient rapidement. Il n'y a pas meilleur. Maintenant, c'est clair que il y a moyen aujourd'hui avec l'état de la boxe, avec les puissances en place, il y a moyen de prendre un dernier chèque. J'espère juste que ce sera pas encore contre Tyson Fury ou contre un des mecs qu'il a battu. Hein. Déjà, ça y est, c'est battu, rebattu. Donc bon, si c'est Parker, parce que Parker le mérite, pourquoi pas. Mais il n'y a pas grand chose à faire. Allez, juste avant de parler du top 10 des poids lourds qu'on a élaboré ensemble, avec ou sans Usyk, on aura la réponse. D'abord, juste rapidement, retraçons la carrière de l'Ukrainien. Il a 38 ans. Il a commencé à marquer les esprits avec une belle carrière amateur où il a brillé en poids lourd. Champion du monde 2011, champion olympique 2012. Un an après, il passe chez les pros. Dès son 5e combat, il commence à prendre des ceintures. Cette fois-ci chez les cruiserweight. En 2018, il devient le premier boxeur à unifier la catégorie. Et il passe chez les lourds 2 ans après. Depuis, il marche sur tout le monde, prenant toutes les ceintures possibles grâce à des combats contre Chisora, le premier, puis contre Joshua 2 fois, contre Fury 2 fois et enfin contre Dubois 2 fois. Est-ce qu'il y a des choses que j'ai oubliées que vous voudriez repréciser ou mettre encore plus en relief dans ce palmarès? Non, parce qu'on va y revenir rapidement, mais c'est vrai que dans sa carrière amateur, elle est exceptionnelle, un champion du monde et champion olympique. Il passe par la WSB, qui était un cadre important pour se développer en tant que pro, parce que tu es dans les règles professionnelles, mais le nombre de rounds est différent. Ensuite, en cruiser, c'est le premier à 4 ceintures, parce qu'il y avait Evander Holyfield qui avait unifié, mais c'était 3 ceintures lui. C'est le premier à l'avoir fait à 4, ce qui est déjà exceptionnel. Ça veut dire que là, à ce moment-là, t'arrêtes ta carrière, t'es déjà grand, quoi, tu vois. Surtout les mecs qu'il a battus. À l'époque, la catégorie des cruisers, parce qu'on n'en fait pas assez, je trouve, c'est une catégorie qui est exceptionnelle. Il n'y a que des boxeurs super forts. Maëris Briedis qui brille encore. Tony Bellew qui bat juste derrière. Donc en fait tu dis qu'il y a peut-être plus de lumière dans la catégorie heavyweight, mais les adversaires qu'il a battus à l'époque en cruiser, c'est peut-être encore plus gros sportivement. Je vais te donner une hot tech d'André, mais quand il unifie en cruiser, la catégorie elle est meilleure que la catégorie des poids lourds actuels. Okay. Le mec qui bat en finale, Mourad Gassiev, c'est un mec qui déjà c'est un lourd qui cutait. Mais c'est un mec super fort qui battrait beaucoup de lourds aujourd'hui. Donc, déjà cet accomplissement, il était ouf. Surtout que c'était un tournoi à l'époque, la SSB, qui était assez particulier, hein, World Super Series Boxing, un tournoi un petit peu à l'ancienne. Donc, moi, j'aime beaucoup cet accomplissement d'Usyk en tout cas. Moi, ce que j'aime bien dans sa carrière, Usyk, c'est que c'est le mec que les promoteurs n'ont pas tellement suivi. C'est que à chaque fois qu'il a dû combattre un adversaire ou prendre une ceinture, c'était chez le mec. Ouais. En fait, c'est comme Luffy dans One Piece. C'est lui qui va dans l'île, c'est lui qui prend ton trésor, il repart. Donc le trésor et les fans, tout est pour lui. Gaziev, c'était en Russie, il a combattu en Allemagne. Briedis, c'était chez lui aussi. Et Joshua, Dubois, il les a tous battus chez lui. Ouais. Bon, l'intro est faite. Chez eux, parce que lui, depuis tout à l'heure. Ukrainien, effectivement. Et ça, c'est vrai que c'est à mettre à son crédit aussi. Il a fait très peu de combats, évidemment, chez lui, d'ailleurs, pour des championnats du monde. Je pense aucun. Je ne sais pas s'il en a déjà. Non, il a fait en Pologne, où c'était un petit peu un homecoming. Il y avait beaucoup de fans ukrainiens. Notamment le premier contre Dubois, je crois, qui était en Pologne à l'époque. On vous le rappelle, on va donc essayer de retracer un petit peu le top 10 de l'histoire de la boxe dans ce RMC Fighter Club. Et on vous dira à la fin, et vous nous direz au fur et à mesure si on met Alexander Usyk dans ce top 10. On va donc fonctionner en tier list avec les chapeaux des meilleurs poids lourds de l'histoire. On va pas les classer place par place. Ouais. On va les diviser donc en 3 groupes. Donc diviser 3 groupes pour ce top 10. Évidemment, on garde Usyk en fil rouge pour le comparer à toutes ces légendes tout au long de l'émission. On attaque par le très haut du panier, le chapeau 1, avec 3 combattants qui ont été sélectionnés par vos soins, messieurs. Mohamed Ali, Joe Louis, Lennox Lewis, ceux-là, juste,
de manière générale, on peut les qualifier comme étant les intouchables. C'est des boxeurs qui, pour les trois, évidemment, peut-être un peu plus pour Mohamed Ali, mais ont marqué sur le ring et en dehors du ring. Ouais, c'est des mecs qui ont marqué leur époque. Et en plus, on est sur 3 époques différentes. Donc, c'est ce que j'aime bien avec ce chapeau 1. Et c'est des mecs aussi qui ont été larger than life, entre guillemets, qui ont apporté beaucoup de choses en dehors aussi du ring. Et il y a toute cette aura, ce charisme qui font que non seulement il y a eu des exploits, parce que c'est des exploits sportifs. C'est vrai que Mohamed Ali, on parle beaucoup de ce qui se passe en dehors du ring, mais on oublie le fait de dire que c'est un champion du monde 3 fois en poids lourd, dans une des ères, si ce n'est l'ère la plus forte des poids lourds. Joe Louis, c'est champion exceptionnel avec un nombre de défenses de titres exceptionnel. Et puis Lennox Lewis, vraiment, qui dans les années 90-2000 a régné. Toi aussi, ces 3 noms, c'est les 3 intouchables pour toi chez les poids lourds de l'histoire actuellement? C'est simple, hein. Quand tu commences la boxe académique, quand tu rentres dans une salle, il y a un nom déjà, il y a un portrait, c'est Mohamed Ali. Et s'il doit y en avoir 2 autres, c'est Joe Louis, c'est Lennox Lewis. Et c'est bête à dire, mais je n'ai pas vu une salle de boxe qui n'avait pas au moins un de ces 3-là, si ce n'est en fait les 3. Donc c'est pour dire que non seulement je pense que tout le monde sera d'accord pour dire que ces mecs-là sont intouchables, autant dans la domination et de l'impact historique et géopolitique, même planétaire, on peut dire, et c'est que chacun possède un record propre à lui, en fait. Ouais. Alors, Mohamed Ali, c'est la légende parmi les légendes, évidemment. Un nez Cassius Clay, c'est carrément l'une des figures culturelles les plus influentes du XXe siècle. Il se fait connaître dès 1960 puisqu'il devient champion olympique. Seulement 4 ans plus tard, il prend sa première ceinture mondiale en battant Sonny Liston. Sportivement, ses combats contre Joe Frazier ou contre George Foreman font de lui une vraie star, et c'est un statut encore renforcé par ses engagements politiques et sociétaux. Ali, il est décédé en 2016, mais je pense que c'est peut-être le seul, en tout cas où on peut en être certain, de qui on pourra reparler dans 50 ans en faisant ses chapeaux, il sera encore chapeau 1. En étant certain qu'il ne bougera pas. Même si Joe Louis, ça peut être le cas aussi, mais Mohamed Ali, ça ne bougera jamais. De toute façon, voilà, c'est les deux interchangeables. Si tu fais un vrai top 10 et que tu veux un numéro 1, un numéro 2, c'est toujours ces deux-là qui sont tout en haut. Moi, j'aime bien cette idée de chapeau pour pouvoir dire que voilà, il y a une classe intouchable, comme l'a appelé Anthony. Et disons que voilà, ça, tu veux bien montrer que c'est interchangeable entre 1, 2. Voilà, simplement, tu discutes avec quelqu'un au comptoir et il te donne un de ces 3 noms-là en te disant c'est lui le meilleur des poids lourds. Tu te bats pas avec lui. Tu dis ok, ouais, il y a pas de problème. Tu vois, donc Mohamed Ali, il bougera jamais. Écoute, on est, j'allais dire, toi et moi, on est 3e génération. Anto, c'est 4e génération d'entendre parler de ce mec-là, d'entendre parler de ce gars-là. Tu vois ce que je veux dire? Nous, on est nés 20 ans après ses exploits. Anto, 30 ans après. Il y a des mecs dans la rédac qui sont après 2000, tu vois. Donc, en gros, la rédaction chez AMC Sport, par exemple, ça va plus ou moins de 50 ans à des mecs qui ont 22 ans. Mais Mohamed Ali, c'est pour tout le monde. C'est-à-dire qu'un mec de 50 ans, tu pourras le voir arriver avec un t-shirt Mohamed Ali comme un mec de 20 ans, en fait. Et d'ailleurs, c'est le cas. Et c'est le cas. Tout le monde a un t-shirt Mohamed Ali qui traîne. Et je pense que c'est peut-être l'un des seuls sportifs où qui on dit, ok, tout sport confondu, toute génération confondue, quel est ton plus grand sportif de tous les temps? Mohamed Ali, il est dans les top 3 de n'importe quel journaliste de sport, même fan de sport. Quoi qu'il arrive, il est dans le top 3. Quoi qu'il arrive. Disons que dans un top 5 ever, pour tout le monde, il y a toujours Michael Jordan. Et il y a toujours Mohamed Ali. Peut-être il y a du Roger Federer qui peut venir ça. Mais encore, c'est contestable parce qu'il y a Nadal, Djoko qui sont arrivés après. Mais Mohamed Ali et Jordan, ils sont chez tout le monde, je pense. Et puis même pour reprendre ça, parce que l'argument de Federer, il s'applique à la boxe. C'est-à-dire qu'on a trop tendance, parce que d'autres mecs existent, tu veux minimiser l'impact d'un gars. L'impact de Federer, c'est pas l'impact de Djokovic. Non, c'est clair. Tu vois ce que je veux dire? Je suis d'accord avec toi. Parce que moi, je suis pas le tennis. Mais je sais que ces mecs-là sont forts. Je sais que Djokovic, il a des records. Mais si tu me demandes de citer un tennisman, je vais te dire Federer. Et donc, c'est pareil pour Mohamed Ali. En plus, alors il y a certains faits aussi marquants dans sa carrière. Par exemple, à part ses 2 dernières défaites, qu'on va mettre un petit peu de côté contre Larry Holmes et Trevor Berbick, il a toujours vengé ses 3 premières défaites contre Joe Frazier, contre Ken Norton et contre Leon Spinks. Donc, ça aussi, ça rajoute un côté supplémentaire. Au-delà de tout l'extra sportif qu'on est en train de détailler, le sportif aussi, il était là. Et même quand il a perdu, il a réussi à se remobiliser pour aller gagner ses combats derrière. C'est non seulement il a gagné, enfin il a quelques-unes des meilleures victoires de l'histoire de la boxe. Il a battu des mecs plus que forts. Il a battu un mec terrifiant qui s'appelle Sonny Liston, qui terrifiait tout le monde. Comme tu l'as dit, il a vengé ses défaites et il a empêché quelqu'un comme Ken Norton d'être plus grand que ce qu'il aurait dû être. Parce que Ken Norton, c'était un boxeur exceptionnel. Et puis en plus, Mohamed Ali, c'est presque un what if. Les meilleures années de sa carrière, on lui a enlevé. C'est ça le pire. Parce qu'il a été déserteur et qu'il a été sanctionné du coup pour
ne pas vouloir participer à la guerre du Vietnam. Il entre dans son prime quand on l'empêche de boxer. Donc, qu'est-ce que ça aurait pu être, tu vois? C'est vrai, il y a eu d'autres combats, on aurait vu d'autres choses encore. Donc, c'est quand même dingue de te dire que peut-être le plus grand boxeur de tous les temps, c'est aussi un Wadif, quelque part. Et puis, il y a quand même une bonne partie de ces combats mythiques qu'il a gagnés. On va penser à Manille contre Joe Frazier. Ouais. Même s'il avait perdu le premier contre Joe Frazier, et évidemment le Rumble in the Jungle contre George Foreman. Ça aussi, ça vient clouer un petit peu le mythe Mohamed Ali, parce que ces combats importants, au-delà de ces revanches dont on a parlé, il les a gagnés aussi. Ouais. Non, mais c'est surtout qu'il y a tellement d'histoires avec Mohamed Ali. Je pense à Rumble to the Jungle, c'est l'histoire qu'il y a derrière. C'est oui, je vais te mettre KO dans les 5 premiers rounds. Tout le trash talk, en fait, c'est peut-être l'un des premiers à avoir apporté cette histoire de trash talk. Et la stratégie change au fur et à mesure du combat. Je pense au combat contre Foreman, quand Rumble to Jungle. Il dit qu'il va le mettre KO dans les 5 premiers rounds. Bah ouais, mais il met pas presque le moins de coups possible jusqu'au 8e avant qu'il accélère, avant de le mettre KO dans le dernier. Ouais. Il rentrait dans la tête de ses adversaires, c'est un précurseur dans ce domaine-là aussi. Ouais, et puis même culturellement parlant, puisqu'on parle du Rumble in the Jungle et de tout ce qui s'est passé pendant ce combat, je conseillerais toujours aux gens de regarder le documentaire, le film qui s'appelle When We Were Kings, qui est juste, pour moi, le plus grand film sportif de tous les temps. Faut le regarder parce que tout ce qu'on est en train de dire, vous le comprendrez en fait en regardant tout ça, quoi. Mohamed Ali, du coup, évidemment, chapeau 1. Première comparaison rapide, un mot à chaque fois parce qu'il nous en reste encore 9, mais par rapport à Alexander Usyk, forcément Usyk, il a un côté extra-sportif, notamment par rapport à la guerre en Ukraine, qui est son pays actuellement. Sportivement et extra-sportivement, on n'est pas au niveau de Mohamed Ali, peut-être parce que la concurrence n'est pas la même non plus chez les poids lourds. C'est ça, moi c'est l'argument que je donnerais, même si je développerai beaucoup tout à l'heure sur Usyk, sur pourquoi je nuancerai un peu cet argument, mais l'argument premier, c'est de dire que les deux aires de poids lourds, elles sont difficilement comparables, quoi. C'est tout simplement. Oui, je suis complètement d'accord avec Baba, et je rajouterais aussi, c'est vrai qu'il l'a décidé un peu plus tard, c'était un cruiser de base, c'est peut-être la longévité aussi chez les poids lourds, c'est qu'on parle de mecs qui ont régné plus de 10 ans. On a Joe Louis qui est champion pendant 11 ans, qui a 25 défenses de titre chez les poids lourds. Oui, Usyk, il a battu les meilleurs de sa KT, mais il ne sera jamais battu, ce record-là. Il y a des boxeurs qui arrêtent leur carrière, peut-être même 25-0, mais c'est le 25 combats, et t'es pas champion des ton premier combat. Il a pas encore 25 combats, Usyk. C'est vrai qu'il combat moins que la plupart d'ailleurs des gars qu'on va évoquer dans ce Fighter Club. Allez, Joe Louis, justement, lui, c'est le vrai représentant d'une époque, et son palmarès reste encore inégalé, presque un siècle plus tard. Ça, c'est assez fou. Louis, à la base, c'est un gars de l'Alabama, né en 1914, qui devient pro à l'âge de 20 ans, et lorsqu'il prend le titre de champion du monde en 1937, il le gardera jusqu'en 1948. 11 années de domination avec 25 défenses de titre, et en dehors du ring, c'était une figure anti-ségrégationniste importante. Son combat contre l'Allemand Max Schelling renforce aussi sa popularité, car sa victoire symbolise la lutte à l'époque contre le nazisme, sportivement et socialement. Forcément, là aussi, c'est très dur de retirer quelque chose à Joe Louis. Comment faire mieux que ça, surtout à l'époque, c'est en 1938 ou 39 qu'il le bat. Ouais, c'est ça. Surtout qu'il l'avait déjà battu, Schmeling, et donc du coup, il le rebat la deuxième fois. Il le met KO au premier round. Non, mais c'est dur de faire mieux que ça. C'est assez fou, en fait. Là, on parle de trucs aujourd'hui en 2025, mais on se dit que comment, à l'époque, tu vois, on pouvait vivre ce genre de choses-là. C'est-à-dire que savoir que en allant sur le ring, comme ça, tu vas vraiment marquer l'histoire. Il y avait quelque chose, ouais. C'est quelque chose où tu sais forcément que là, il y a des choses dans le monde entier qui se passent, et t'es le représentant de toute une civilisation, en fait. C'est exactement ça. Là, c'est des combats qui étaient bien plus grands, et la boxe avait un rôle bien plus important sociétalement parlant qu'aujourd'hui, tu vois, même si Usyk, on y reviendra, a fait beaucoup de choses pour ce qui se passe aujourd'hui dans son pays, mais là, à cette époque-là, quelque part, tu jouais un petit peu le destin en termes de communication, de guerre, etc. Il y a beaucoup de choses qui se jouaient, donc voilà, Joe Louis, il a été le représentant idéal, puis sportivement, il était exceptionnel. Il vient d'une époque incroyable, il est ami avec le probable GOAT, Sugar Ray Robinson, c'est vraiment les deux mecs... Enfin voilà quoi, tu vois, Robinson c'est le modèle d'Ali, donc comme disait tout le temps notre cher ami Herbie à qui on passe le bonjour, si tu demandes c'est qui le GOAT, demande à Ali qui disait que le meilleur boxeur c'était Sugar Ray Robinson, tu vois, donc Joe Louis il est
c'est que top 2. Tu sais, c'est les deux seuls que je veux bien mettre un numéro à côté, quoi. Après, Pas. je sais pas si vous serez d'accord avec moi, mais quand même, en termes de grand public, il y a un vrai déficit de connaissances et de notoriété par rapport au nom qui est Joe Louis. Alors peut-être pas aux États-Unis, mais par exemple en France. Même aux États-Unis, ça commence. Ouais, mais en France, ça va être compliqué. Je pense que tu demandes à des gens qui suivent la boxe, de toute façon. Ouais. Alors on verra s'il est dans votre top 10 ou pas, mais il y aura Mike Tyson pour quasiment tout le monde. Tu vois ce que je veux dire ? Chez les poids lourds, mais Joe Louis, il apparaîtra pas. Et puis même Tyson, il est souvent 2 ou 3 dans la liste de certains qui suivent la boxe un peu de loin. On va expliquer un petit peu tout à l'heure. Mais ouais, c'est vrai que c'est particulier. Mais après, c'est dû à plein de choses. Moi, je sais que je fais partie d'un groupe de fans qui est peut-être un petit peu passéiste. J'essaye de faire attention à ça et à vraiment donner leur fleur aux boxeurs modernes, surtout qu'il y en a plein que j'aime bien. Mais après, quand tu dis tout ce qu'on a dit depuis tout à l'heure, après là, c'est les livres, il faut aller rechercher, il faut vraiment rentrer dans le côté littéraire de la boxe pour lire à propos de ces gars-là et comprendre à quel point ils étaient forts et à quel point leur impact il est important. Donc ouais, t'as raison que plus le temps va passer, et moins ces gars-là vont figurer dans ces classements. Mais non, mais Joe Louis, aujourd'hui, avec l'IA, tu le retrouves pas. Hein. Faut vraiment puis, avoir le livre parfait qu'il fallait avoir à l'époque. Parce qu'aujourd'hui, on dit, tu vas gagner un combat. Oui, t'as marqué l'histoire de ton sport. Oui, aujourd'hui, ces mecs-là, Mohamed Ali, Joe Louis, ils ont marqué l'histoire avec un H, avec tout ce qu'ils ont pu faire dans leur carrière de boxeur. On se rend pas compte de la puissance que ces mecs-là avaient à l'époque et à quel point la boxe était importante à ce moment-là. L'histoire avec un H ou avec un grand H ? Parce que l'histoire, il y a toujours un H dedans. Ouais, mais je me suis mal exprimé, avec un grand H. On avait compris. Avec un grand H. Bon, en tout cas, Joe Louis, c'était 66 victoires, 3 défaites, dont 52 victoires par KO aussi. Une époque où les gants étaient moins rembourrés, où aussi tu laissais beaucoup plus de points de vie à chaque fois que tu montais sur le ring, d'autant que c'était pas les mêmes systèmes de rounds comme on a aujourd'hui. Dernier combat contre une autre légende pour Joe Louis, c'était la défaite de Joe Louis contre Rocky Marciano, qui apparaît peut-être dans votre top 10. On va voir ça. En tout cas, 3 générations représentées dans ce chapeau. Lennox Lewis, c'est l'un des symboles des années 90, lui aussi champion olympique, il est champion du monde en 93. En tout, il fera 9 défenses réussies, il perdra 2 fois, mais il prendra toujours sa revanche, comme on l'a dit pour Mohamed Ali tout à l'heure. Contrairement à beaucoup, Lewis réussit sa sortie, puisque ses 3 dernières victoires sont avec des ceintures en jeu, et surtout contre Hasim Rahman, contre Mike Tyson et contre Vitali Klitschko. Cette fin de dingue, ça joue aussi pour sa légende. Bien sûr que oui, là tu bats des noms exceptionnels, c'est-à-dire que Lewis il combine le fait d'avoir un passé amateur fantastique, déjà. Et puis ensuite, dans les rangs professionnels, non seulement il a battu des mecs super forts, dont beaucoup n'entendront peut-être jamais parler, et c'est dommage pour eux. Et puis en plus, il bat les noms qui traversent les générations, les Tyson, les Klitschko, etc. Même s'il y a toujours cette controverse que j'ai du mal à comprendre avec Klitschko, parce que tu comprends, s'il n'avait pas été coupé, faut arrêter. C'est Lennox Lewis dont on parle, et il aurait trouvé des solutions dans le combat. Mais vraiment, c'était un combattant qui était juste trop fort. Et l'upset qu'il subit contre Hasim Rahman, c'est simple, c'est que en 2025, si tu demandes aux fans de boxe, c'est quoi les plus grands upsets de l'histoire de la boxe, mais ça va tomber très vite dans la discussion. C'est à quel point cet upset-là, il est à la hauteur du boxeur qui était Lennox Lewis. Toi, Lennox Lewis, ça représente quoi pour ta génération, du coup ? Ma génération, c'est surtout j'ai 1 an quand il devient champion incontesté. C'est pour dire que quand tu t'en souviens pas. Ah non, sûrement pas. Je me souviens pas de la Coupe du Monde, je me souviens pas de Lennox Lewis. Ça c'est un marqueur aussi. Et donc c'est les premiers combats que tu regardes. C'est quand tu commences à faire de la boxe, quand tu commences à parler, quand tu vas à l'académie, c'est en fait, voilà, ce qu'il y a aujourd'hui dans les années 2000, il y a eu quand même un plateau où il y avait presque personne. Donc on te montrait les combats de Lennox Lewis et surtout ce combat contre McCall, parce que on te dit. Ouais, McCall, il est fort. Au début, tu le crois pas. Tu regardes le palmarès de McCall. Tu comprends. Il aurait pu. McCall, on verra plus tard. Je spoil un peu. McCall, il pouvait être dans le top 10. Il était si fort, mais en fait, il a juste pas existé, mais parce qu'il est juste né une mauvaise génération. Et Lewis, il a battu tout le monde. Là, pour le coup, il était entre 2 générations, mais il a battu son ancienne génération à lui et la nouvelle qui arrivait. C'est vraiment la domination totale. C'est comme ça qu'on te l'explique. Après, moi, le côté naître dans la mauvaise génération, je l'interprète plutôt différemment, parce que généralement, quand tu nais dans une génération hyper concurrentielle, ça te permet aussi de pouvoir battre les meilleurs et du coup de ressortir si tu arrives à être meilleur qu'eux. Tu vois, c'est à double tranchant. C'est-à-dire que si c'est toi qui es du bon côté de l'histoire, c'est cool. Tu vois. Par contre, si tu fais partie de cette génération, mais que tu es barré par des gars comme ça, en fait, ton nom, il finit par être effacé un petit peu de l'histoire, alors que
t'as une place légitime, tu vois, dans ta génération. Si t'es top 10 poids lourd dans les années 90, bah, c'est que t'es un boxeur exceptionnel. Et ce qui est dur, c'est qu'en boxe, en sport de combat, t'as pas forcément ta chance toutes les semaines. Ouais. Donc si tu perds très haut, il faut que tu te refasses une place pour revenir très haut. Et c'est ça qui est compliqué dans ces sports aussi. Pour ajouter aussi à Lewis, c'était une époque où tous les boxeurs poids lourds américains dominaient. Ouais. Lui, c'est le premier Britannique depuis les années 1800 qui prend le titre de champion du monde poids lourd. Et c'est ça en fait qui a fait sa légende du coup en Europe, c'est que l'Amérique dominait tellement les poids lourds que ça en devenait vraiment lassant pour l'Europe. Et là, un Britannique qui prend le champion du monde et qui devient champion du monde incontesté, il y a quand même, ça marque quand même l'histoire. On va attaquer le chapeau 2, donc on le rappelle, le chapeau 1, la tier list numéro 1, première partie concerne Mohamed Ali, Joe Louis et Lennox Lewis. Juste en une phrase, pourquoi pas de Alexander Usyk déjà dans cette première partie, dans ce premier chapeau? Il n'y a pas l'impact historique, il n'y a pas l'impact sportif équivalent à ces trois-là. Ce qu'on a dit tout à l'heure, Anto, pour résumer, l'ère des poids lourds, donc la qualité des adversaires, la longévité dans cette catégorie de poids. Et puis après, tout ce que tu veux rajouter d'autre en termes d'aura, quoi. Moi, j'ai noté une phrase en plus, je suis complètement d'accord avec Baba, je pense qu'il lui manque encore le mythe complet. Ouais. Il lui manque encore cette aura, cette histoire mystique qui fait que je pense que c'est une légende quand même de la boxe, mais il n'a pas encore cette aura de icône mondiale et même cette icône intergénérationnelle. Allez, chapeau 2, on va commencer avec Larry Holmes. Il y aura George Foreman, Rocky Marciano et Joe Frazier. Ouais. Voilà, donc on le sait déjà, Alexander Usyk ne sera pas dans votre chapeau 2. On le rappelle, il y aura 10 combattants qui seront sélectionnés pour avoir marqué l'histoire, d'après vous, des poids lourds. On va voir s'il apparaît dans le 3e chapeau tout à l'heure. Larry Holmes, de son côté, il a fait les belles heures de la boxe poids lourd, principalement dans les années 80. Il a longtemps été le sparring partner de Mohamed Ali. Et en 78, il est champion du monde après 28 combats pro. En battant Ken Norton, il entame une série de 21 combats d'affilée victorieux avec pour enjeu des ceintures mondiales. Au passage, il bat même Ali en 1980. En perdant pour la première fois contre Michael Spinks, sa carrière ne sera plus jamais la même. Il combattra jusqu'en 2002 et perdra ses 6 derniers championnats du monde, dont 2 contre Michael Spinks, 1 contre Mike Tyson et 1 contre Evander Holyfield. Larry Holmes, les gars, il a quand même enchaîné 48 victoires d'affilée en début de carrière et ça, c'est assez dingue pour pouvoir le souligner quand même. Ouais, non, mais Larry Holmes, c'est un boxeur exceptionnel. C'est, à mon sens, le plus grand jab de l'histoire de la boxe. Après, on peut discuter si vous voulez. Moi, en tout cas, c'est mon jab préféré et je pense sincèrement que personne n'a eu un meilleur jab que lui. Un pugiliste de qualité dans une catégorie de poids lourd, en plus un gros gabarit, lui, tu vois, avec un footwork assez particulier, une manière de se positionner, de délivrer sa puissance. Un boxeur beau à regarder. Voilà. Si on veut suivre la carrière d'un boxeur poids lourd qui est beau à regarder, il faut regarder la carrière de Larry Holmes. Alors pour dire à nos auditeurs, on se parle que très peu avant les émissions avec Baba parce qu'on veut pas se spoil. J'ai marqué impact historique de points, meilleur jab de l'histoire selon beaucoup. Voilà. C'est marrant, montre ta feuille, on peut le vérifier. Ok, c'est bon. Mais peut-être que tu as copié sur Baba pendant qu'il était allé aux toilettes. Hein. Ah peut-être, c'est possible. J'ai mis aussi que il arrive à une époque où il fait le relais entre l'ère Ali et après, ce qu'il ne sera qu'après, l'ère Mike Tyson. Donc c'est un peu le géant entre les deux autres géants qui auront peut-être un peu plus gros impact, que ce soit médiatique ou historique. Il reste invaincu pendant 7 ans. J'ai mis que c'était un champion monstrueux avec une longue domination et impact unique, mais à une marche du panthéon absolu. Ses défaites, après Spinks, comme tu dis, c'est plus le même. Ouais. Mais je trouve que c'est quand même le genre de boxeur qui est trop souvent oublié. Et puis, alors, il a avoué regretter ne jamais avoir combattu George Foreman. Est-ce que, par exemple, rajouter une victoire contre un George Foreman, ça le ferait passer peut-être chapeau 1 ? Est-ce que c'est vraiment sa fin de carrière qui gâche un petit peu, entre guillemets, gâché ? C'est-à-dire qu'il ne met pas sur votre podium des poids lourds ? Ouais, bah en fait, si tu veux, dans ce chapeau, le seul mec que tu vas pouvoir enlever pour mettre un autre gars, ça va être Lennox Lewis. Et quand tu compares les deux carrières, même si, encore une fois, la carrière de Holmes, elle est exceptionnelle, je pense que Lewis a une plus grande carrière. Okay. Moi, c'est tout simplement ça. En tout cas, depuis la mort de George Foreman, et ça en dit beaucoup aussi sur l'impact qu'avait la boxe professionnelle sur les corps à l'époque, Larry Holmes, il a 75 ans et c'est actuellement le champion du monde le plus vieux de l'histoire des poids lourds. 75 ans.
Tu vois, c'est pas très vieux et forcément vieux. on sait malheureusement comment a terminé Mohamed Ali par exemple, et donc forcément c'est aussi à mettre en relation avec la difficulté des combats et ce qui donnait physiquement ces gars-là sur le ring, parce que c'est vrai qu'en plus, notamment en début de carrière, ils combattaient beaucoup et ça dans les années 70-80 c'était très présent. On va continuer à le voir dans ce AMC Fighter Club. Allez, deuxième boxeur sélectionné dans ce chapeau 2, dans cette tier list partie 2, c'est George Foreman. Il est né en 1949 comme Larry Holmes. Il s'illustre dès 1968 grâce au titre de champion olympique. Il commence ensuite une carrière pro qui va le mener au titre mondial en écrasant Joe Frazier en 1973. Un an et demi plus tard, il perd son invincibilité en perdant le combat le plus populaire de l'histoire de la boxe, certainement. Mohamed Ali gagne le Rumble in the Jungle, mais ils deviennent des légendes tous les deux. Foreman prendra sa retraite en 1977 avant de réussir un comeback dingue 10 ans plus tard. Il gagne son dernier championnat du monde à l'âge de 48 ans. L'aura de ce boxeur est dingue et c'est vrai qu'on a pu aussi le constater lorsqu'il est décédé, c'était le 21 mars dernier. Il y a eu beaucoup d'échos et ça pour le coup, même en France, il y a eu beaucoup de mentions au décès de George Foreman qui a marqué l'histoire de la boxe et même un petit peu au-delà. Ouais, c'est clair. Après, je déplore, je vais faire mon relou, hein, mais je déplore certains articles, pas mal d'articles d'ailleurs, qui disaient décès de George Foreman qui avait perdu contre Mohamed Ali. Ça m'a beaucoup saoulé de lire beaucoup de phrases comme ça. Parce que, pourquoi je dis ça, qu'on mentionne ce qu'il avait fait de mieux. Parce que c'était, pardonnez-moi l'expression, c'était un putain de boxeur. C'était un putain de boxeur, ce mec, qui pouvait être aussi terrifiant que l'était un Sonny Liston, sauf que c'était pas sa vraie personnalité. Il a réussi à avoir une personnalité qui collait plus derrière quand il a repris sa carrière 10 ans plus tard. Plus vieux champion du monde à ce moment-là, 48 ans. Probablement le plus grand exploit de l'histoire de la boxe qu'il a fait. Et dans sa première carrière, il bat un Joe Frazier qui est le meilleur boxeur du monde. C'est pas rien. Enfin, c'est un mec qui a battu Mohamed Ali. C'est celui qui a battu Mohamed Ali quand il était au plus haut. Enfin voilà, George Foreman, on peut pas que le ramener à ça, même si c'est une partie très importante de sa carrière. Je veux pas l'occulter du tout. Mais il faut comprendre pourquoi il est dans ce chapeau 2. C'est parce que tous les autres boxeurs te le mettront dans ce chapeau-là, tout simplement. Non, c'est pour ça que moi je le mets dans ce chapeau 2. C'est aussi, il y a cet exploit d'être le plus vieux champion du monde de l'histoire. Ça rajoute, il était déjà presque assuré d'être dans le chapeau 2. Il aurait pu être dans le chapeau 3. Ouais. Et c'est pour ça que, plus vieux champion du monde de l'histoire, il y a ce côté renaissance, parce qu'il revient avec excusez-moi l'expression, il revient avec un nouveau personnage. C'est plus du tout le même. Il reprend le championnat du monde. Upset aussi. Upset aussi, il pouvait faire partie du top 10 des upsets de l'histoire parce que 48 ans aujourd'hui. Charles, on te dit, ancien boxeur de 48 ans, il revient, il affronte Alexander Usyk. Jamais tu te dis qu'il va le battre. Et lui, il le fait, c'est juste incroyable. Ouais, 76 victoires pro, 89% par KO, pardon. 20 KO en moins de 3 minutes sur ses... en moins de 3 rounds, sur ses 24 premiers combats professionnels aussi, donc il donnait beaucoup. Et puis, champion du monde sur plusieurs décennies, notamment sur les 70 et 90. c'est fou parce qu'on a commencé à égrener des noms aussi qui étaient à la fois en 70, à la fois en 90, et tu dis qu'il est passé à travers ces décennies. Et puis quand même, alors tu l'avais mentionné, Baba, dans le Fighter Club avec Herbie à l'époque, sur l'hommage à George Foreman, il a quand même aussi une image extra sportive, notamment parce qu'il a fait fortune après la boxe. Avec ses barbecues. Il a une marque de barbecue, d'ailleurs, tu les as testés. Ouais, j'ai testé ça à l'époque. Tu as raconté ça, mais ça fait partie de son image aussi, qui était à la fin de sa vie, à la fin de sa carrière, un mec hyper cool, hyper posé, hyper croyant. Voilà, c'était un mec tranquille. C'était un mec tranquille, un family man, un très croyant, un gars gentil. Dans sa première carrière, comme il n'y avait plus Sonny Liston, on a voulu créer un nouveau Sonny Liston avec lui, une nouvelle figure terrifiante, sauf que c'était pas du tout le cas. Sonny Liston, c'était un mec qui était avec la mafia et tout, c'était autre chose. Donc ensuite, il a pu montrer au monde qui il était réellement, et c'est ce gars-là en fait. Et après, c'est devenu un petit peu le meilleur pote de tous les bons gars, tous les bons Américains qui font des barbecues dans leur jardin. Tu vois, donc non seulement c'était devenu ce gars-là dans l'imaginaire collectif, donc toute l'Amérique et le monde entier a été super heureux de voir ce gars qui réussit à
à réaliser son rêve de redevenir champion du monde et de quitter la boxe sur une bonne note. Ouais, la vraie American Dream, en tout cas réussi à l'époque par George Foreman, et il a réussi à faire rêver l'Amérique et le monde entier. On continue ce chapeau 2, on rappelle qu'on essaye de situer Alexander Usyk qui vient de confirmer son statut de meilleur boxeur actuel et même peut-être des 10 dernières années chez les poids lourds, et on en reparlera tout à l'heure en fin des RMC Fighter Club. Troisième boxeur qu'on veut mentionner, que vous voulez mentionner dans ce chapeau 2, c'est Rocky Marciano. Ouais. C'est le grand champion du monde d'après-guerre. Il est né aux États-Unis en 1923 de parents italiens. Il commence sa carrière pro en 1947 et devient champion du monde en 1952 pour son 42e combat pro. C'est venu assez tard à l'époque. Il défendra ses ceintures à 6 reprises avant de prendre sa retraite. En bouclant sa dernière victoire contre Archie Moore, il prend sa 49e victoire pro, faisant de lui le seul champion du monde poids lourd invaincu de l'histoire. Une stat qui tient encore aujourd'hui, ce qui est assez fou, même s'il s'est arrêté assez tôt. Alexander Usyk pourrait évidemment rester invaincu, peut-être avec ses ceintures, et donc rejoindre cette stat qu'a Rocky Marciano. C'est vrai qu'on peut regretter qu'il soit parti à la retraite à seulement 32 ans. En même temps, à l'époque, c'est plutôt intelligent parce que les coups étaient très durs. Ouais. Et puis, il s'est retiré au top, 49 victoires, 49 combats, champion du monde, et c'est pour ça qu'il reste aussi dans la légende. Ouais, et puis il avait accompli quand même pas mal de choses. L'ère des poids lourds et la physionomie des poids lourds commençaient à légèrement changer. Marciano, c'était un petit poids lourd, c'était pas un mec balèze. Il frappait extrêmement fort, ça c'est clair, mais c'était pas un mec qui aurait pu résister au gabarit qui venait derrière. Donc je pense qu'il prend sa retraite au bon moment pour lui. Et le simple fait qu'il se retire invaincu, le seul champion du monde poids lourd de l'histoire invaincu, c'est pour ça aussi qu'il est dans ce chapeau-là, sachant qu'il a battu aussi des boxeurs exceptionnels, dont le dernier Archie Moore par exemple. Ouais, et puis Joe Louis, quoi. Ouais, et puis en plus, c'était un boxeur assez petit pour cette catégorie, il faisait 1m80. Et là, on aurait du mal à imaginer un mec d'un mètre 80 qui va embêter Alexander Usyk par exemple, même si Usyk c'est pas une tour, non? T'es pas totalement d'accord avec ça? Non, c'est pas le plus grand, mais surtout ce qui était impressionnant, oui, c'est 49 victoires, c'est 43 KO. Ouais. C'est ok, tu fais 1m90, ok, tu fais 2 mètres, y a pas de souci. Moi, c'est 1m80 et je te mets KO quand même. Il y a, oui, par rapport aux autres, certains pourraient dire quand même dans les années 50, il y a peut-être moins d'adversaires d'élite. Il y en a moins à cette époque, c'est sûr, mais il y a quand même une constance de te dire, bah ouais, mais sur les 49 combats que j'ai eus, j'en ai perdu aucun. Et il y a aussi cette histoire c'est devenu une icône américaine, un peu le modèle du working class hero. Ouais. C'est un peu ce qu'a voulu transmettre Rocky Balboa, Sylvester Stallone dans les films Rocky Balboa. Rocky Balboa n'existe pas pour de vrai? Non, je sais. Je voulais dire Sylvester Stallone. Je sais. Il existe. Mais c'est tiré de lui, c'est montrer à quel point ce mec-là a marqué l'Amérique des années 50. Et il y a un truc que j'aime bien aussi dans son parcours, c'est qu'il n'a jamais eu l'occasion de prendre une revanche. Quand on voit ce qui se passe chez Alexander Usyk actuellement, sur 7 combats chez les lourds, il y a 3 adversaires qu'il a affrontés 2 fois. Ouais. Donc à un moment, si tu vas rechercher des adversaires que tu as déjà battus, c'est que le réservoir est un petit peu en manque de talent. Et si à l'époque, lui n'a pas affronté des mecs pour des revanches, même si ça se faisait peut-être un peu moins, encore que, c'est aussi un signe que la concurrence, elle était vivace à l'époque. Ouais, c'est clair. En plus, c'est une époque où les mecs n'hésitaient pas à s'affronter plusieurs fois quand il y avait besoin, mais il a un petit peu réglé l'affaire à son époque, Rocky Marciano, donc clairement, c'est un très grand boxeur. Rocky Marciano qui meurt en 1969 dans un accident d'avion, il avait seulement 49 ans, évidemment, il a marqué l'histoire de la boxe aussi à son niveau. Joe Frazier, le dernier combattant de ce chapeau 2 qui a été sélectionné par Baba Parenteau, fait lui partie des noms les plus connus de l'histoire de la boxe aussi. Hein. Comme beaucoup, il passe d'abord par les JO, une médaille d'or en 64 à Tokyo. L'année suivante, il passe pro et enchaîne les combats avec 9 combats rien que sur l'année 1966. Ça fait beaucoup. Ouais. 2 ans plus tard, il est champion du monde pour sa 7e défense. Il bat Mohamed Ali dans le Fight of the Century. C'est finalement Foreman qui stoppera son run. Derrière, le dernier combat de la trilogie contre Ali, Thrilla in Manila, marquera lui aussi l'histoire de la boxe. Il prend sa retraite en 1976 après une nouvelle défaite contre Big George, puis tentera un bref retour infructueux en 1981. En fait, quand on entend tout ça, je pense que Frazier sans Ali, c'est pas Frazier. Ali sans Frazier, c'est pas 100% Ali. Non, ils ont été liés toute leur vie. Ils ont été liés dans la vie et dans la carrière sportive. Ils sont liés dans la mort. Frazier, jusqu'au bout du bout, réellement, il a conservé une détestation assez sévère d'Ali et justifié. Hein. On va pas refaire toute la carrière de Frazier, mais c'est justifié ce qui s'est passé. Enfin,
justifié, je sais pas si c'est bien de dire ça en vrai. Mais bon, il y a des rancunes qui s'expliquent. Ouais. Celle-ci, elle s'explique assez facilement en fait, vu comment Ali avait été avec lui. Frazier, c'est un superbe boxeur qui avait un style bien à lui, bien reconnaissable, le bob and wave, un crochet du gauche magnifique, une puissance de frappe, et comme tu l'as dit tout à l'heure, un autre plus que working class hero là, c'est plus que ça encore. Tu vois, c'est un mec qui allait dans les champs de coton et tout. Enfin, on est sur un boxeur le taiseux, le besogneux, le charbonneur, le ferrailleur comme dirait mon pote Samir. Mais dans le ring, ça se voyait aussi quoi. En fait, c'est un petit peu aussi avec cette période-là, cette rivalité-là, peut-être, qui est né le vrai marketing purement et simplement autour des combats de boxe. Parce que là, quand on donne ces combats-là, Thrilla in Manila, Fight of the Century, Rumble in the Jungle pour le Ali Foreman, ça n'existait pas vraiment avant. Donc là, on donne des noms marketing à des combats. Et ça joue aussi pour la popularité de ces fights-là. Ah oui, on a qu'à manger à l'époque. Hein. Don King, Don King, il a bien mangé. Il a très bien mangé, lui, ça c'est clair. Mais oui, c'est clair que Don King, il a apporté cet élément-là. Et puis, tout ce storytelling, même s'il y avait des choses, ce qui se passait avec Sugar Ray Robinson, notamment, Sarkadia Rose, etc. Enfin, il y avait des choses à l'époque. Mais là, lui, il a porté ça au niveau qu'on a aujourd'hui. Donc, de labelliser les combats, de créer des antagonistes. Il avait mis Foreman en antagoniste. Il essayait de mettre Frazier aussi en antagoniste. Ali participait bien, justement, en le traitant d'Uncle Sam, notamment, qui était la pire insulte que tu pouvais donner à un noir américain à l'époque. Donc, c'est pour ça, je préfère aussi préciser pourquoi je disais tout à l'heure qu'il y avait autant de rancœur du côté de Joe Frazier. Donc, il a participé malgré lui à tout ça, Frazier, alors que dans les coulisses, c'est quelqu'un qui a aidé Ali quand il était dans la galère, notamment. Donc, c'était vraiment une personne aussi exceptionnelle. Mais il a contribué à l'histoire de son sport et à faire en sorte que les poids lourds soient grands. Si les poids lourds sont grands, certes, il y a eu Joe Louis, certes, il y a eu Rocky Marciano avant tout ça, mais cette ère des poids lourds des années 60-70, c'est Ali, c'est Frazier, c'est Liston, c'est Foreman, c'est Norton et compagnie. Et donc, il est pleinement impliqué dans ce qui fait qu'il y a toute cette mystique autour des poids lourds en boxe, mais derrière en MMA aussi. Sur tous les sports derrière, si on te dit poids lourd, c'est parce qu'il y a eu ces gars-là. C'est vrai. Ouais, ça c'est intéressant aussi de le voir, d'autant que notamment en MMA, les poids lourds est loin d'être la catégorie la plus relevée sportivement, et donc c'est toute cette mystique autour de ces gars-là qui plane depuis toutes ces années. Il a été très impliqué aussi jusqu'au bout avec les jeunes à Philadelphie, bien qu'il soit né en Caroline, et finalement ça aurait été il était dans sa salle à essayer de former les jeunes, et ça c'est aussi totalement à mettre à son crédit. Voilà, on a fini pour ce chapeau 2. Donc on le rappelle, dans ce chapeau 2, on a eu Larry Holmes, George Foreman, Rocky Marciano et Joe Frazier. Pourquoi est-ce que Alexander Usyk n'apparaît toujours pas dans ce chapeau 2, les gars? Alors, pareil encore, c'est volume et longévité chez les poids lourds, mais il y a aussi, comme on l'a pu le voir, il y a des trilogies, il y a des noms, c'est bien de faire des combats en Arabie Saoudite, de prendre de l'argent, mais c'est un peu moins dense historiquement. Regarde, Ali, on l'a cité, Frazier, George Foreman, on les a tous cités dans chapeau 1, chapeau 2. Des adversaires d'Alexander Usyk, il n'y en a aucun dans le 1, dans le 2. Donc cette opposition moins dense historiquement fait que Alexander Usyk rentre pas dans le tiers 2, mais il aurait pu si la génération des poids lourds aujourd'hui était plus brillante. On n'a rien à ajouter. Exactement ça. Est-ce que si la génération avait été plus brillante, est-ce que Alexander Usyk aurait récolté toutes ses victoires? On ne le saura jamais. En tout cas, on passe au chapeau 3, les gars. Il nous reste un peu plus de 10 minutes, alors on va aller un tout petit peu plus vite pour pouvoir conclure tranquillement sur Alexander Usyk. Ensuite, on va commencer par Evander Holyfield qui ouvre ce chapeau 3. On le rappelle, lorsque l'on dit, là pour les 3 qui vont apparaître, Evander Holyfield, Vladimir Klitschko et Mike Tyson, c'est pas forcément dans cet ordre-là. En tout cas, ils peuvent être marqués pour vous entre 8e, 9e et 10e dans l'histoire des poids lourds. Holyfield, il a un point commun de taille avec Usyk. Il a marqué 2 catégories, les cruiserweight et les heavyweight, en y devenant champion du monde. Chez les lourds, il prend 3 ceintures en 1990 contre Buster Douglas, puis il affronte les grands noms comme Foreman, Holmes et Riddick Bowe. Il bat surtout Mike Tyson 2 fois, notamment lors du célèbre fight où Tyson lui mord l'oreille. En tout, Holyfield deviendra 4 fois champion du monde des poids lourds. La quantité de noms affrontés est dingue. Et puis, c'est vrai qu'en plus, il est entre 2 générations. Donc, il arrive à affronter et à battre une génération, puis une suivante. Et c'est ça qui marque aussi l'histoire d'Evander Holyfield. Absolument, absolument. Holyfield, c'est un boxeur... je ne sais même pas quel qualitatif... Un gros guerrier, quoi. Un gros guerrier, ouais, c'est ça qui me vient en premier, quoi. Il y a des guerres, toujours de l'action avec lui, il n'a jamais eu peur. Je dirais qu'il est beaucoup comparé à Usyk, comme tu l'as dit, parce qu'ils ont tous les deux été cruisers et lourds. Chacun a une meilleure carrière que l'autre dans une catégorie.
C'est ce que je te dirais. Je dirais qu'Usyk, il a une meilleure carrière en cruiser, même si ça peut paraître surprenant pour certains. Mais encore une fois, attention à l'ère des cruisers de Usyk. Par contre, en lourd, là, il n'y a pas photo. Et ici, dans ce Fighter Club aujourd'hui, on juge les lourds. Hein. Donc, encore une fois, il faut mettre un petit peu de côté ce que Usyk, même si on l'a dans notre inconscient, mais il faut mettre un petit peu de côté ce qu'il a fait en cruiser. En lourd, il n'y a pas photo. Holyfield, juste tu prends sa trilogie avec Riddick Bowe, ça y est. Ouais, mais il n'y a rien à ajouter. Hein. J'ai remarqué que c'est l'un des plus grands guerriers, mais sans la domination froide qu'ont pu avoir ceux du chapeau 2 et ceux du chapeau 1. Mais c'est aussi parce que c'était pas une machine à KO. Hein. Par rapport à cette époque-là, je crois qu'il a moins de 50% de KO, de victoire avant la limite. C'est ça, mais c'était sûr. C'est ce qui montre ce côté guerrier qui va au bout de ses combats et qui les gagne à la fin. C'était dur de les descendre parce que là, on était sur des gros gabarits qui étaient des super boxeurs. Et lui, il est monté de KT pour essayer de prendre ces gars-là. Donc c'est pour ça que ça descendait moins, mais exceptionnel. Et beaucoup, tu l'as vu sur son visage aussi, l'usure visible au fur et à mesure des combats. Oui. Bah, c'est des mecs qui ont commencé tôt. Et d'ailleurs, il a été médaillé de bronze au JO de 84 de Los Angeles. Même année d'ailleurs que chez les super welter. Christophe Thiozo est lui aussi médaillé de bronze, même année que Evander Holyfield à Los Angeles. Pernell Whitaker notamment, enfin une exceptionnelle sélection américaine cette année-là. Et lui aussi est dans l'inconscient collectif des Américains, tout le monde le connaît, mais ça a été un petit peu entaché par des problèmes d'argent rendus publics, où il a dû faire aussi beaucoup de publicité, ne le mettant pas forcément en valeur. Cette image, elle est un petit peu dommage pour la fin de carrière d'Evander Holyfield. C'est comme pour beaucoup de boxeurs, malheureusement. Comme pour beaucoup de boxeurs, et quelque chose me dit qu'il y en a un qui arrive dans cette liste, donc aussi d'autres trucs à dire à ce niveau-là. On enchaîne avec Vladimir Klitschko, qui est le premier non-américain en fait, évoqué dans cette tier list, dans ses chapeaux. Chez les amateurs, il fait déjà une énorme carrière, couronné par le titre olympique en 96. En pro, Klitschko est très actif et c'est entre 2006 et 2015 qu'il marque les esprits grâce à 18 défenses de ceinture, à des victoires contre les gros noms du moment, dont Asim Rahman, David Haye ou Alexander Povetkin. Il finira par perdre contre Tyson Fury et contre Anthony Joshua pour son dernier fight. En dehors du ring, Vladimir forme un duo absolument emblématique avec son frère Vitali, qui a été maire de Kiev d'ailleurs. Et ce qui est dingue, c'est qu'ils seront champions en même temps, pas dans les mêmes fédérations, parce que Vitali, lui, il aura la ceinture WBC, Vladimir, il aura les trois autres fédés majeurs. Ça a beaucoup joué l'histoire avec son frère aussi pour que la légende Vladimir Klitschko puisse naître et subsister. Absolument. Vitali, il a eu un rôle de protecteur pendant longtemps. Au début de carrière, qui était très difficile pour Vladimir, parce qu'il s'est fait mettre KO plusieurs fois en début de carrière, contre des boxeurs en plus qui n'étaient pas censés le mettre KO. On a un Vitali qui vient prendre sa revanche pour lui, tu vois, donc, notamment contre Ross Purity. Donc, derrière, Vladimir, il a creusé son sillon. Moi, c'est un boxeur qui est très mésestimé parce que dans une ère terne, avec pas beaucoup de poids lourds qui étaient bons, mais c'est 18 défenses de titre, comme tu l'as dit. Il faut respecter le mec à un moment. Cette longévité-là, il faut la respecter. Et puis à un moment, il a réussi à faire correspondre ses qualités avec ce qu'il voulait faire dans le ring. Et à partir de là, ça a été trop compliqué pour les autres. Donc je crois qu'il y a trop de manque de respect sur Klitschko et Anto et moi, je pense qu'on a voulu le respecter un peu plus. Je pense aussi que c'est quand même par rapport justement aux adversaires qu'il a affrontés. Ils sont pas, j'ai cité peut-être les plus gros noms, David Haye, Jean-Marc Mormec aussi, qu'on connaît bien en France, mais si tu regardes, si tu penses à des gens qui s'intéressent un petit peu de loin à la boxe, forcément les adversaires qu'il a battus, la résonance n'est pas folle. Ah mais là non, tu demandes à ma grand-mère les noms que tu viens de citer, je pense pas qu'elle puisse te dire ah si je les connais, c'est bon eux, alors que là tu parles Mohamed Ali, tu parles Foreman, oui forcément ça parle. J'ai mis aussi que j'avais parlé des défaites avant son prime, qui gâchent peut-être un peu son record, mais il y a peu de classic fights. Il n'y en a pas. J'ai pas un combat de Klitschko que je me dis aujourd'hui je le regarde. Ça va me faire kiffer. Je suis pas sûr que j'en ai. Il y a la défaite contre Joshua, mais en dehors de ça, c'est vrai que. Ça manque de classic fight. Et moi, je pense que si les gens le connaissent le plus, c'est parce qu'il y a les deux frères et qu'il y a eu cette fameuse mystique. Vont-ils s'affronter un jour ? Ils ont toujours refusé de s'affronter aussi par respect pour leur maman qui voulait absolument pas, donc ils l'ont jamais fait. Mais ça, je pense que l'histoire retiendra plus ça. Que peut-être les 2006-2015 de folie qu'il a fait. C'est même sûr. Un petit peu malheureux, mais c'est comme ça. Et c'est pour ça qu'il ne figure pas dans la majorité des top 10 des gens. Allez, gros morceau pour terminer, le 10e, en tout cas le dernier qu'on va détailler, qui arrive dans ce top 10, et donc pas d'Alexander Usyk pour vous, dans le top 10 de l'histoire de la catégorie des poids lourds. On met quand même Mike Tyson. Je sais pas si c'est nécessaire encore de le présenter, il est réputé pour sa puissance, et en 1986, il devient le plus jeune champion du monde poids lourd de l'histoire. Un an plus tard, il unifie les ceintures WBC, WBA
et IBF. Tyson domine sa catégorie jusqu'en 1990 et sa défaite contre Buster Douglas. Sa carrière est ensuite marquée par des hauts et des bas qu'on connaît, un passage en prison, puis un retour réussi, puis enfin 2 défaites contre Holyfield. Tyson aura quand même réussi 10 défenses de ceinture et il prendra sa retraite en 2005 avec un bilan de 50 victoires contre 4 défaites. Je mets un tout petit peu sur le côté le combat contre Jake Paul, hein, vous me l'excusez. En tout cas, de toute façon, il n'existe pas. Donc, voilà. en tout cas, niveau notoriété, je pense que il n'y a pas de contestation et c'est pour ça qu'il est dans ce top 10 aussi. Hein. Il y a numéro 1 Mohamed Ali, numéro 2 Mike Tyson. Point. En fait, pour être tout à fait transparent et rapide avec vous, c'était hier qu'on a préparé cette émission. On en a discuté tous les 3. Au début, je ne l'ai pas mis moi parce que j'ai toujours du mal à le classer Tyson. Après, en discutant, et c'est vrai que moi aussi, je me dis que tu classes les plus grands, tu classes pas les meilleurs. Et en fait, Mike Tyson, il aurait dû se retrouver plus haut. Il aurait dû se retrouver plus haut que ça dans le classement s'il n'avait pas eu toutes ces frasques extra-sportives, s'il n'avait pas fait tout ce bordel, tout simplement. Il aurait dû être plus haut parce que c'était peut-être, intrinsèquement, peut-être que c'était le meilleur poids lourd. Peut-être que c'était lui, ce gars-là. C'est vrai, quand on le voit arriver chez les lourds et qu'on se souvient du run qu'il a en début de carrière, la puissance, l'esthétique en fait, de ses combats était folle. Et même ce pas très grand, hyper compact, hyper musclé, hyper puissant, c'était fou de voir arriver un mec comme ça. Non mais ce mec-là, à l'époque, il fait peur. Il y a personne qui veut l'affronter. Et dans l'émission Fighter Club Legends que Baba avait fait, il y a, je sais pas pourquoi ils font ça, mais sur le synthé, ils avaient mis genre attention, Mike Tyson n'a pas combattu depuis 1 mois et demi. Mais comment ça, il a pas combattu depuis 1 mois et demi? Il a peut-être perdu un peu de rythme. Qu'est-ce qui se passe en 1 mois et demi? Aujourd'hui, il y a 3 combats par an. Ce mec-là, il avait mis 15 KO en une seule année. Faut se rendre compte quand même, tu mets 15 KO en une seule année, on te met sur une stat, attention. 1 mois et demi, mais non, mais n'importe quoi. Donc ce mec-là faisait peur, il mettait des KO et comme l'a dit Baba, toutes ces phrases qu'en fait il a eu un règne complètement éclair, mais l'arrêt il a été brutal et il a jamais su vraiment revenir à la bête médiatique et bête sportive qu'il était. Il a déconné en dehors du ring, mais sur le ring, après, il faut aussi mettre vachement en relief ce qu'il a fait. Si on reprend les légendes qu'il a affrontées, il n'y en a pas beaucoup. Une victoire contre Larry Holmes. Il sortait 2 défaites à l'époque, Larry Holmes contre Michael Spinks. Donc on ne parle pas du Larry Holmes en pleine montée. 2 défaites contre Holyfield. Voilà. Et le dernier, là, Michael Spinks justement, qui perd contre Mike Tyson, mais c'était le dernier combat de la carrière de Michael Spinks. C'est ça. Donc en fait, les légendes, elles sont là et le bilan est pas fou. Non, c'est ça. Malheureusement, c'est toujours quelque chose qui est difficile à entendre pour les autres, Mike Tyson, parce qu'il a une mystique exceptionnelle autour de lui. Mais voilà, non seulement il a pas empilé les grands noms, et je dirais même, et c'est le fameux test au bord du ring, bisous à mon pote Lucas, il y a peu de gens qui sont pas spécialement fans de boxe, et même des fans de boxe, qui sont capables de citer des victoires de Mike Tyson. Il y en a pas beaucoup qui arrivent à le faire comme ça de but en blanc. Donc c'est ce qui manque aussi dans son résumé, des vrais grands noms et d'avoir battu des légendes. Maintenant, comme on disait hier en discutant, en préparant l'émission, simplement, ce gars-là, il est tellement dans l'imaginaire collectif que quand tu fais une liste des plus grands, t'es obligé de le mettre. T'es obligé de le mettre. Donc là, il est à la fin pour vous. Les gars, pourquoi est-ce qu'Alexander Usyk, question finale, pourquoi est-ce qu'Alexander Usyk n'apparaît pas dans ce top 10 pour vous des poids lourds? On l'a dit un petit peu en filigrane tout au long de ce Fighter Club, mais maintenant c'est un fait. Pour vous, il n'est pas dedans. Est-ce que ça pourrait changer s'il fait encore un combat? Est-ce que dans 10 ans, quand on revoit ce qu'il a fait dans sa carrière, ça pourrait aussi changer d'après vous? C'est quoi le futur pour la legacy Alexander Usyk? Ça va être trop compliqué pour lui de rentrer. Pourquoi? Parce que le même reproche que je viens de faire à Tyson, il va manquer des légendes dans son résumé. Il n'y en a plus aujourd'hui, il n'y a pas de mec à battre. Il a battu le gars qui devait battre Tyson Fury. Joshua, c'est pas un mec qui terminera dans le top 25 des poids lourds. Donc c'est une belle victoire aujourd'hui, certes. Mais voilà, c'est le plus grand talent de sa génération et c'est tout ce qui importe. C'est le meilleur boxeur de sa génération, Alexander Usyk, et c'est déjà très fort. Il est juste aux portes du top 10. Il est 15, 20, quoi, tu vois. Et quand tu prends la quantité de boxeurs dans l'histoire, c'est un accomplissement exceptionnel déjà. Meilleur boxeur de sa génération, mais pas issu de la meilleure génération. Exactement. Si tu fais un GOAT all-time, peut-être qu'il pourrait rentrer avec sa carrière en cruiser, mais c'est con à dire, mais Jamie, il est encore en construction dans l'histoire des poids lourds. C'est fou, il a 38 ans. C'est vrai. Mais il est toujours en construction parce que sa carrière en poids lourd aujourd'hui n'égale pas les carrières qu'on a citées aujourd'hui. Et voilà, c'est la fin de ce Fighter Club. Merci les gars, c'était super intéressant de retracer un petit peu l'histoire de la boxe chez les poids lourds. On le rappelle, pour vous et pour nous dans le RMC Fighter Club, le chapeau 1, Mohamed Ali, Joe Louis,
Lennox Lewis, le chapeau 2, Larry Holmes, George Foreman, Rocky Marciano et Joe Frazier, et le chapeau 3, Evander Holyfield, Vladimir Klitschko et Mike Tyson. Alexander Usyk n'est pour le moment pas encore dans ce top 10 de la catégorie des poids lourds all-time. Merci Baba. Merci les gars, c'était super top. Et puis n'hésitez pas à venir nous demander sur les réseaux sociaux, parce qu'on avait aussi des mentions honorables, donc on a d'autres noms aussi. Venez en discuter si vous voulez, il n'y a pas de problème. Et surtout, dites-le en commentaire, évidemment, si vous avez un top 10 à proposer et si d'après vous, certains boxeurs devraient infiltrer ce top 10. Merci Anto. Et merci à toi, merci à Baba, c'était super plaisant de parler de toutes ces générations-là que la plupart j'ai jamais vu combattre de mon vivant. Ouais, très intéressant. Merci en tout cas à tous et à tous qui nous avaient suivis dans le RMC Fighter Club. Merci à Arthur, merci à Kevin et merci à Laurent Duplouy. On se retrouve très vite dans le Fighter Club. Ciao. RMC Fighters Club.